Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver comme tous les dimanches sur LCI pour Histoire criminelle. Au sommaire de notre dimanche, l'enquête sur le drame de Crans-Montana qui de semaine en semaine n'a de cesse de nous surprendre. Le drame de Crans-Montana qui a fait une 41e victime, un blessé a succombé à ses blessures il y a quelques heures seulement. Et pendant ce temps-là, l'enquête, je vous le disais, nous réserve bien des surprises. Il y a évidemment les mystères autour du couple Moretti, mais on a appris cette semaine que les 250 caméras de la station avaient été effacées avant d'être analysées par la justice. Un manquement de plus dans une enquête qui pose bien des questions. N'y aurait-il pas derrière tout cela un système organisé pour faire échouer l'enquête? C'est la question très sérieuse qu'on va se poser dans un instant. Et puis cela fait 10 ans tout juste que la famille de Guillaume Molinel se bat pour savoir la vérité. Guillaume Molinel, c'est cet homme que vous avez vu de 49 ans, père de famille. Il a accepté en janvier 96 de participer à des essais thérapeutiques, notamment pour lutter contre la maladie de Parkinson. Ces essais, sans danger officiellement, ont provoqué sa mort. Sa famille, aujourd'hui, pointe toutes les incohérences de ce protocole médical. Le laboratoire est mis en examen, l'un de ses médecins également. Nous recevrons le frère de Guillaume Molinel dans un instant. Et puis, dans le jargon des flics, on dit qu'un criminel s'allonge quand il passe aux aveux. Mais comment fait-on parler un criminel? Jacques Poinas, commissaire émérite du 36 quai des Orfèvres, publie un livre, Le temps des aveux, paru cette semaine. Il nous livrera dans la deuxième partie de l'émission ses secrets et ses astuces pour faire avouer les criminels. Histoire criminelle, soyez les bienvenus, chapitre 20. Tout de suite, le fait de la semaine. Et le fait de la semaine nous conduit une nouvelle fois à Crans-Montana, où malheureusement, je vous le disais, le bilan s'est encore alourdi puisque une 41e personne blessée vient de succomber à ses blessures. Ce qui rend évidemment les errements de cette enquête judiciaire encore plus insupportables parce qu'on se pose de semaine en semaine de plus en plus de questions. Alors on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment à Crans-Montana avec celui qui connaît parfaitement cette station et ce qui s'y passe. Richard Verly, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est précieux de vous avoir. Vous êtes journaliste franco-suisse, vous êtes le correspondant France-Europe du média Blick. Vous connaissez parfaitement cette station. D'abord, commençons peut-être par les derniers éléments factuels qui nous ont encore surpris il y a quelques heures seulement. On a appris que les 250 caméras qui couvrent Crans-Montana, qui ont donc filmé ce qui s'est passé le 31 décembre, elles avaient été effacées alors que la justice voulait les voir. Comment c'est possible que ces caméras si précieuses aient été effacées? Alors l'explication de la commune de Crans-Montana, c'est que c'est une suppression automatique des images. Donc ce sont des images qui restent 7 heures dans le système et qui ensuite sont automatiquement effacées pour être remplacées par d'autres. Autant vous dire que c'est la stupéfaction générale depuis plusieurs jours quand on a appris ça, stupéfaction de la justice mais aussi stupéfaction de la population de Crans-Montana. La question maintenant qui se pose, j'avoue qu'à titre personnel, je suis assez surpris d'apprendre que des images peuvent être définitivement effacées d'un système. Vous connaissez bien les affaires criminelles. On nous explique qu'en général, même dans les tréfonds d'un disque dur, on peut retrouver des images. Attendons peut-être de voir si ces images ne pourraient pas être exhumées à nouveau, mais a priori, ce n'est pas le cas. Et ça veut quand même dire que ni la justice, ni un enquêteur, ni le responsable du bar, personne à un moment ne s'est dit « tiens, ces images, il faut les garder ». De la part de la municipalité, c'est clairement impardonnable. Je crois qu'il était évident que, vu les circonstances, quelqu'un aurait dû figer le système en quelque sorte pour s'assurer de la sauvegarde de ces images. Je rappelle quand même que, en plus des époux Moretti, les exploitants du Constellation, le bar où s'est déroulée la tragédie, désormais il y a 2 autres inculpés par la justice du canton du Valais, l'ancien chef de la sécurité de Crans-Montana et l'actuel chef de la sécurité. Le fait qu'ils soient inculpés est sans doute en rapport avec ces images aussi. Il y a ce rapport avec ces images et puis leur inculpation montre aussi, en tout cas pointe aussi un autre problème. C'est-à-dire que ce bar, le Constellation, il a été inspecté. La dernière fois, 2018-2019, je parle sous votre contrôle. 2019. Dans ces rapports qui sont faits, il y a des manquements qui sont listés. 6-7 points importants qui sont listés. À aucun moment, malgré ces manquements qui sont listés, on ne dit on ferme au moins temporairement le bar, le temps de faire les travaux ou de faire la mise en règle. Oui, vous avez très bien résumé les choses. Et d'ailleurs, si vous vous souvenez de cette conférence de presse du président de la municipalité Crans-Montana, Monsieur Ferraud, il était absolument liquéfié, déconfit devant l'opinion publique mondiale. Il n'y a pas d'explication possible. Il est évident
que la municipalité n'a pas fermé les yeux par simple négligence. Ça paraît très très improbable. Donc soit il y a eu des assurances données par les époux Moretti que les travaux seraient faits alors qu'ils ne l'étaient pas, première possibilité, soit il y a eu, et ce serait évidemment beaucoup plus grave, une forme de complicité. Alors, quelle est la réalité ? Je crois qu'il faut quand même voir que la justice valaisanne mène une enquête. Moi, je fais confiance à la justice valaisanne. Bien évidemment, elle n'a peut-être pas les moyens qu'aurait, par exemple, la justice française ou la justice italienne. Je parle de ces deux pays en raison du nombre de victimes dans ce cas de figure. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a un énorme doute sur la volonté aujourd'hui de la municipalité de Crans-Montana de faire éclore la vérité. Et il faut que ce doute, il soit estompé. Il faut que la vérité soit connue. Ce que vous dites est très important et vous le dites avec le regard du journaliste qui a enquêté, qui connaît. On va creuser cette question parce qu'elle est cruciale. Je voudrais qu'on écoute un des avocats qui défend des familles de victimes, parce que lui aussi, il émet très clairement des doutes, sur la manière dont est conduite l'enquête et peut-être ce qui conduit à ce drôle d'enquête. C'est un peu un bêtisier judiciaire là auquel les familles là sont confrontées. Je veux dire, on va de mauvaise surprise à mauvaise surprise. On se rend compte que, je veux dire, le b.a.-ba d'une enquête sérieuse, là, n'a même pas été accompli. Bon, la justice, elle sait travailler quand elle veut travailler. Les enquêteurs, ils savent faire leur travail quand ils veulent le faire. Est-ce que là, clairement, il y a des intérêts dans cette petite station de Crans-Montana qui conduisent chacun à ne pas faire le maximum pour avoir la vérité ? Alors, je pense que les intérêts, il y en a sans doute. Est-ce que la justice va s'attaquer à ces intérêts ? Je pense que oui. Donc attention, les deux, c'est pas parce qu'il y a des intérêts dans une station de sport d'hiver où tout le monde se connaît, peut-être trop, où tout le monde se fait confiance, peut-être trop, ça ne veut pas dire que la justice ne va pas faire la lumière. Je crois qu'il ne faut pas confondre les deux choses. Aujourd'hui, la justice du canton du Valais semble résolue à faire la lumière. Il y a juste deux points qui interpellent, et je pense que c'est à ça que faisait référence cet avocat français, si je ne me trompe pas. La première chose, c'est que pour l'instant, au moment où on parle, la justice valaisanne n'a pas demandé l'apport de procureur extraordinaire parce qu'il faudrait qu'elle le demande. Il faudrait en l'occurrence que le Parlement du canton du Valais sollicite l'apport de procureur extraordinaire. Pour simplifier et vulgariser outrageusement la réalité, il y a la justice du Valais, de ce petit canton, et puis il y a la justice fédérale, la justice du pays qui pourrait saisir, mais qu'à la demande du Valais, qui pourrait dire, bon, ça nous dépasse, ça dépasse nos compétences, il nous faut un procureur extérieur. C'est ça. En France, on appellerait ça dépayser une affaire. En Suisse, ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre l'affaire et la confier à une autre juridiction. En revanche, on peut amener sur cette affaire des éléments extérieurs, donc qui ne sont pas soupçonnés de conflit d'intérêts. Sauf que la justice, on ne va pas lui faire un procès à la justice du Valais, mais il n'y a pas de perquisitions qui ont été faites. Toutes les auditions n'ont pas été faites. On laisse Jacques et Jessica Moretti parler, enlever des photos d'Internet, ne pas aller assez vite pour récupérer les vidéos. Il y a un moment, personne ne peut taper du poing sur la table et dire « Attendez, votre enquête là, elle n'est pas conduite comme il se doit ». Alors, c'est la deuxième zone d'ombre. La première, c'est pas d'apport pour l'instant de procureur extraordinaire, pas de demande. La deuxième zone d'ombre, c'est tout ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des décisions qui, en France ou en Italie, auraient sans doute été prises, perquisitions, tout ce que vous venez de dire, qui ne l'ont pas été dans le cas de la justice du Valais. Je rappelle quand même la libération de Jacques Moretti, après à peu près une semaine en détention, pour une caution de 200 000 francs suisses, ce qui, au regard des revenus et du patrimoine du couple, paraît en plus très peu. Alors, il n'y a pas de risque de fuite sur les autorités valaisannes, soit, mais il n'y a pas que la fuite. Il y a le risque de collusion, de destruction de preuves, etc. Vous l'avez très bien dit. Alors maintenant, moi, vous parliez de pression. Oui. Est-ce que la Confédération peut faire pression ? La réponse est non. Je sais que pour des téléspectateurs français, ça paraît extrêmement compliqué à comprendre, mais le système suisse, le système fédéral, ne permet pas au ministère public de la Confédération d'imposer quoi que ce soit à la justice valaisanne. Il faut que ce soit le Parlement valaisan qui le sollicite. Les pressions, la vérité, c'est qu'elles sont dans les mains des gouvernements français ou italiens, je parle de ces deux principaux pays, et aussi des médias. C'est pour ça qu'il faut absolument que les médias continuent de couvrir cette affaire, de poser toutes les questions qui fâchent, parce que la justice, elle doit être sous pression, pas une pression qui alimente le doute. Il ne s'agit pas de penser que la justice valaisanne veut couvrir l'affaire, il s'agit simplement de faire passer le message que les médias regardent la Suisse aujourd'hui et que la Suisse doit honorer sa promesse qui a été faite par le président de la Confédération de faire éclater toute la vérité, d'être transparent sur les procédures et ensuite d'accompagner les victimes parce que vous vous en doutez, ce sera ça le grand sujet dans les années, voire les décennies à venir. Question essentielle, vous qui connaissez parfaitement Crans-Montana, comment ça fonctionne ? Est-ce qu'il y a
des clans? Est-ce qu'il y a des gens qui ont du pouvoir? Est-ce qu'il y a des gens qui tiennent d'autres? Est-ce qu'on peut, je vais au bout de ma question, imaginer que certains acteurs de premier plan dans cette affaire tirent les ficelles d'un système pour se protéger? Je pense que le doute sur l'existence d'un système, il est légitime. Je ne dis pas que c'est la réalité. Je crois fort heureusement que la population de Crans-Montana, dans son immense majorité, veut tout autant la vérité et la transparence que vous ou moi. Mais la réalité, c'est que dans ce genre de situation, dans un canton, le Valais, qui est un canton montagnard, où un certain nombre de familles dans chaque vallée et eux tiennent effectivement beaucoup de choses, il est légitime de s'interroger. Et c'est pour ça que la presse internationale et que les gouvernements et surtout la justice italienne et française doivent faire pression. Dans le cas de la France, je le rappelle, pour l'instant, il y a eu une procédure miroir ouverte, c'est-à-dire au fond un guichet d'information ouvert par le parquet de Paris. Peut-être faudrait-il aller plus loin, nommer un juge d'instruction, délivrer une commission rogatoire, parce qu'à ce moment-là, la commission rogatoire pourrait obliger la justice suisse à faire un certain nombre d'actes comme les perquisitions dont vous parlez. Donc moi, je dis que le doute est légitime, il est normal, et les Suisses qui ne le comprennent pas doivent l'entendre. Il y a des Suisses qui aujourd'hui, moi je reçois des messages en disant vous n'êtes pas assez patriotes, vous ne défendez pas la Suisse. C'est pas le sujet. Moi je fais confiance à la justice du canton du Valais. Je sais que la population du Valais veut la vérité, mais il faut s'assurer que la vérité pourra éclore. Et d'ailleurs, il y avait encore des dizaines de familles qui défilaient hier avec des panneaux vérité. Absolument. Parce qu'ils attendent la vérité. Une dernière question. Quand il y a des enjeux de pouvoir comme ça, c'est des histoires d'argent, très souvent. Est-ce que c'est un milieu, Crans-Montana, où, circule beaucoup d'argent? Évidemment. Franchement, Crans-Montana est une des stations les plus huppées d'Europe. En France, vous avez Courchevel, en Suisse, vous avez Crans-Montana, vous avez Zermatt, c'est des noms qui doivent vous dire quelque chose. Donc, c'est une station, alors là, il faut le savoir, qui n'est pas très fréquentée par les Français, c'est plutôt une station italienne. Et c'est d'ailleurs pour ça que les Italiens sont vent debout. Madame Meloni a demandé à ce que la justice italienne soit associée à l'enquête. Madame Meloni a rappelé son ambassadeur, ce qui n'a pas été le cas de la France. Donc oui, il y a beaucoup d'argent à Crans-Montana, mais c'est aussi la preuve du succès de la station, de sa bonne gestion. Sauf que là, maintenant, on est devant un moment où il va falloir que Crans-Montana fasse face à ses responsabilités. Le canton du Valais a déjà délivré, ou plutôt débloqué 10 millions de francs suisses, c'est-à-dire environ 12 millions d'euros pour un fonds de compensation. La Confédération, par la voix de son président Guy Parmelin, a dit qu'elle ferait le nécessaire. Je m'attends à ce que dans les semaines à venir, un fonds très conséquent soit débloqué par les autorités suisses au niveau cantonal et au niveau national pour accompagner les familles, c'est-à-dire indemnité, mais c'est aussi paiement de tous ces soins extrêmement longs, extrêmement coûteux qui se déroulent en ce moment pour la centaine de victimes. Avec évidemment la vérité à la clé, c'est le principal aussi pour les... Et un procès qui sera un procès très important et qu'il faudra suivre de près. Merci beaucoup Richard Bernis, c'était passionnant, précieux de vous avoir avec nous aujourd'hui dans Histoire criminelle. Tout de suite, nous restons plongés au cœur de l'enquête. Et on se plonge dans une enquête ce dimanche qui n'en finit plus. Une enquête qui nous emmène dans les dessous, parfois opaques, des essais thérapeutiques. On vous parle de l'histoire de Guillaume Molinet. Ce dimanche, cet homme de 49 ans, père de 4 enfants, avait voulu œuvrer à la recherche. C'est lui, Guillaume Molinet. Il voulait aider notamment à faire des avancées sur la maladie de Parkinson. Il accepte en janvier 1996 de participer à des essais thérapeutiques à Rennes. On parle d'essais absolument inoffensifs et sans danger. Sauf que voilà, Guillaume Molinet en est mort. Sa famille se bat depuis 10 ans pour savoir la vérité. Un rapport accablant d'experts a été remis. C'est cette histoire qu'on va vous raconter parce qu'il faut effectivement savoir la vérité dans cette affaire où le laboratoire et l'un de ses médecins sont mis en examen. Pour reprendre cette affaire, nous sommes avec Laurent Molinet. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le frère de Guillaume. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau, d'avoir le courage une nouvelle fois de mener le combat, ce qui n'est jamais facile, surtout dans des dates anniversaires comme celle que vous êtes en train de vivre avec toute votre famille. Vous êtes accompagné pour cela de votre avocat, maître Jean-Christophe Coubris. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous suivez ce dossier depuis le début, vous le connaissez parfaitement et avec vous, on va reprendre tous les aspects de ce dossier. D'abord, je voudrais qu'on parle de votre frère, lui rendre un hommage parce qu'il faut expliquer qui était Guillaume. Vous avez 1 an d'écart, tous les deux, oui, à peu près. Oui. Vous travaillez ensemble en 1996. Oui. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de Guillaume? Comment il était? Guillaume, bon, déjà, excusez-moi un peu, parce qu'il m'est toujours très difficile de parler de Guillaume à l'imparfait. Donc, et l'émotion, 10 ans après, est toujours aussi, je dirais, vivace.
Bon, Guillaume était un créateur, Guillaume était un artiste, Guillaume était un novateur, curieux et un humaniste, vraiment, profondément humaniste. Et s'il avait pu donner sa chemise alors qu'il en avait qu'une, il l'aurait donnée. Voilà. Mais il avait ce goût, je dirais, de la recherche, de l'innovation, de ce qui n'avait jamais été proposé ou créé. Ou voilà, on était dans ce travail avec tous les deux, où la plupart du temps, on n'avait même pas besoin de se parler pour savoir exactement si on était d'accord sur un projet ou autre, ou comment le mener à bien. Lui avait ses compétences, moi j'avais les miennes, et la combinaison se posait naturellement en fait. Là. Un homme novateur, un homme curieux et qui a voulu aider la science en participant donc à des essais thérapeutiques. On va remonter dans le temps. On est en décembre 1995, un peu avant Noël. Vous allez le voir, votre frère, et puis c'est là qu'il va vous dire tiens, en janvier, je vais faire des essais thérapeutiques. Qu'est-ce qu'il vous dit précisément ? Alors, il me dit que déjà, parce que j'ai été un peu inquiet, je vous cache pas que j'étais même carrément inquiet, en lui disant très clairement que mon sentiment était que je la sentais pas, cette histoire. Là-dessus, Guillaume me rassure, mais Guillaume me dit mais ne t'inquiète pas, moi j'y vais juste pour voir un peu, pour savoir comment se déroulent les choses, et puis de toute façon, il n'y a aucun souci, je ne suis que joker, donc 2 jours après le début du test, je suis de retour à la maison, voilà, sans aucun souci. Il était absolument confiant. Contrairement à vous. Moi, j'avais un doute. C'est mon sentiment au plus intrinsèque et au plus profond de moi-même qui me disait qu'il y avait danger. Voilà. Alors, vous l'expliquez, je peux pas vous le dire. Hein. C'était un ressenti. C'était un ressenti. Alors, il va participer à ces essais, il devait être joker. Finalement, l'un des participants ne va pas participer, on va le retirer du groupe. Et du coup, c'est votre frère qui va prendre sa place. Il va donc aller dans ce laboratoire Biotrial à Rennes. Il va être hospitalisé, entre guillemets, puisqu'on le prend en charge pendant plusieurs jours, avec une administration quotidienne des doses de ce fameux produit dont on va reparler. C'est au sein de ce laboratoire Biotrial qu'il va donc rentrer. On va lui administrer la première dose, la deuxième dose, et puis le 10 janvier, le dimanche 10 janvier, au soir, vous allez recevoir un appel de sa compagne. Qu'est-ce qu'elle vous dit ce soir-là ? Elle me dit que ça va pas bien, que ça va même très mal, que Guillaume a été hospitalisé dans un état dont elle ignore, je dirais, la gravité. Et puis voilà, en fait, c'est tellement... je sais pas, c'est tellement surprenant, c'est tellement soudain, c'est tellement dramatique que le cerveau lui-même cesse de fonctionner normalement, en fait. Il a été transféré dans la fin de journée du laboratoire Biotrial au CHU de Rennes. Le lendemain matin, vous allez aller le voir. Comment il est à ce moment-là ? Il est inconscient, il est sous... enfin bref, il y a l'oxygène, enfin il y a le respirateur, il est branché de partout. Et on nous dit pas que c'est irrémédiable, que c'est déjà fini. On nous laisse même espérer jusqu'à la veille, donc jusqu'au 16 janvier. Voilà, on nous maintient, je dirais, dans un espoir. Voilà, dans l'espoir qu'il va pouvoir s'en sortir. Avec quelles séquelles, bien sûr, on ne nous en parle pas. Malheureusement, ce ne sera pas le cas. Non. Guillaume va décéder d'une hémorragie cérébrale. Oui. Il faut s'arrêter, maître, peut-être sur cette journée du 10 janvier, parce que c'est le début des incohérences de ce dossier et de ce protocole médical qui a été appliqué. Est-ce que vous pouvez nous raconter précisément la journée de Guillaume, ce 10 janvier, de ce que l'on vous en a dit et de ce que vous avez réussi à récupérer comme élément ? De ce que nous avons pu obtenir comme information, il y a a priori des difficultés pour Guillaume dès le début de la journée, vers 10h du matin. Il va se plaindre de troubles visuels. Il vient de prendre pour la 5e fois cette molécule et la journée va malheureusement s'aggraver, l'état de Guillaume va s'aggraver au fur et à mesure. On va avoir des difficultés d'élocution. Le médecin de garde, nous sommes dimanche, mais le médecin de garde en est informé. Et finalement, rien ne sera décidé avant le changement du médecin de garde à 18h30.
Donc je vous rappelle, depuis 10 heures, on a des effets qui laissent supposer des troubles cognitifs et nous avons une molécule qui joue sur le cerveau. Pour autant, on ne s'inquiète absolument pas. Et ça sera seulement vers 19h30 que nous allons appeler le SAMU, parce que là, il y a une dégradation encore plus importante. Le trouble visuel est de plus en plus évident, la difficulté de s'exprimer davantage encore. Il faut savoir que ce sont les volontaires qui vont insister, en voyant l'état de Guillaume se dégrader aussi de façon aussi importante sans que personne ne réagisse. La prise en charge par le SAMU se fera aussitôt, sans aucune information sur la molécule, savoir si... Le laboratoire refuse de dire à l'hôpital quelle molécule il a administrée à Guillaume. Alors, le laboratoire refuse, mais le protocole sur lequel se base sur le laboratoire ne dit rien non plus à ce sujet. Et donc, c'est par la médiocrité de la préparation de ce protocole que nous en sommes arrivés à une situation invraisemblable où Biotrial va tarder pour appeler, à mon sens, les secours, que Biotrial ne va pas informer l'agence du médicament comme elle aurait dû obligatoirement le faire, et que Biotrial, finalement, ne dira pas grand-chose non plus aux différents volontaires qui vont devoir absorber la molécule le lendemain. C'est même pire, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est absolument terrible. C'est-à-dire que Guillaume décède, il est hospitalisé dans un état très grave et le laboratoire continue son essai sur les autres volontaires. Le laboratoire va parler de choses rarissimes, d'un événement tout à fait isolé. On va écouter le directeur général du laboratoire de l'époque et vous allez lui répondre parce que c'est un fait beaucoup moins isolé que ce qu'il ne le dit à l'époque. On l'écoute. Nous, on n'a pas identifié à ce jour de manquement majeur par rapport à la réglementation. C'est un premier point. Je rappelle quand même qu'on était dans un cadre qui était totalement imprévisible. Ça a été dit et redit par les experts qu'on parlait d'un accident stupéfiant et inédit. Donc on a commencé à avoir des symptômes chez ce volontaire et c'était un cas tout à fait isolé parmi les 80 volontaires qui avaient participé à l'étude jusqu'à ce jour. Tout à fait isolé, pas complètement dans la réalité. Ah mais pas isolé du tout. Il faut savoir que c'est le 5e groupe qui reçoit des doses quotidiennes. Ils sont composés de 8 volontaires. J'en profite pour rappeler 8 volontaires sains. Oui. Nous sommes dans le cadre d'un essai thérapeutique qui ne doit en aucune façon exposer de quelque façon que ce soit un quelconque danger les volontaires sains. Nous en avons 8, 2 qui reçoivent un placebo, 6 qui reçoivent cette molécule. Et dans les jours qui suivront, du 11 au 15 janvier, il y aura ces 6 volontaires qui ont absorbé la molécule, qui vont manifester des troubles cognitifs avec des images, des IRM qui vont confirmer que l'atteinte est à peu près similaire à celle de Guillaume et vont devoir être hospitalisés avec pour 5 des séquelles graves. Le 6e va conserver moins de séquelles, mais il va s'avérer qu'il était atteint d'une diarrhée assez importante, ce qui peut peut-être expliquer pourquoi il s'en est si bien sorti. Mais dire que c'est un cas isolé, non. Et imprévisible, on y reviendra sûrement, mais encore moins. Oui, parce que il y a un rapport, il y a 7 experts qui vont établir un rapport d'enquête sur ce qui s'est passé à travers le monde entier, dans 8 pays, parce que ces essais, ils avaient lieu dans différents pays. Dans ce rapport, on découvre des choses accablantes, terribles, en tout cas qui se posent énormément de questions, notamment les essais qui ont été pratiqués sur des animaux. On se rend compte que sur les animaux, ça n'avait pas du tout fonctionné, cette molécule. Alors, les essais thérapeutiques, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour faire des progrès, mais dans certains cas, et dans celui de cet essai thérapeutique qui a malheureusement entraîné le décès de Guillaume, on peut réellement s'interroger sur l'utilité d'un tel essai. Oui, vous avez raison. Les essais sur les animaux ont très clairement montré que si ça devait avoir un quelconque effet sur la douleur, c'était pas évident et de toute façon nettement inférieur en qualité par rapport à d'autres molécules qui existent sur le marché. On sait également à travers ces études que la dose nécessaire pour aller chercher l'objectif, c'est-à-dire grosso modo bloquer une enzyme pour permettre à un neuromodulateur de davantage être produit par le corps humain. Calmer la douleur, je me permets de synthétiser. On va dire, calmer la douleur. On va essayer de faire simple, même si c'est bien évidemment un peu plus délicat et un peu plus compliqué. Mais on recherche, nous dit-on, cet objectif de bloquer l'enzyme.
Pour autant, on va injecter 80 fois la dose nécessaire pour arriver à ce blocage d'enzymes. Donc c'est complètement invraisemblable et totalement inutile. Et c'est ce que les experts, après un très long travail, alors il faut souligner la qualité de l'instruction, c'est vrai que c'est très long, c'est insupportable pour la famille, mais c'est nécessaire, vous l'avez rappelé, 8 pays, des milliers de lames à étudier, un travail considérable qui s'étale sur plus de 6 années, des millions dépensés. Et tout ça, au final, pour constater que le protocole qui a été présenté, on a écarté un très grand nombre d'essais sur ces animaux qui mettaient en évidence la médiocrité thérapeutique de la molécule. On a écarté un certain nombre de problématiques rencontrées sur ces animaux qui ont entraîné des décès. On a également mentionné que cette action était réversible, c'est-à-dire qu'elle disparaissait dans le temps et de façon très courte. De façon certaine, et les scientifiques du laboratoire Bial ne peuvent pas l'ignorer, c'était écrit noir sur blanc, c'est irréversible. Ce qui signifie que le cumul d'une dose 4 fois plus importante est d'autant plus lourde d'effets. Et les experts vont conclure de façon relativement simple, on a agi dans un effet off-target, pour prendre leur expression, c'est-à-dire qu'on ne sait pas sur quelle cible on va avoir une action, et on ne sait pas sur comment ça va réagir, dans le doute le plus total. Le doute, le flou de cette étude, qui d'ailleurs cible 14 pathologies dès le départ, ce qui est complètement fou, parce que ça doit être très ciblé, un essai, parce qu'on le rappelle, essai sur des volontaires sains, ça ne doit absolument pas les mettre en danger. Vous avez le sentiment que votre frère, il a servi de cobaye à des gens qui cherchaient des choses un peu dans le flou? Oui, complètement même. Non seulement j'ai ce sentiment-là, mais les volontaires de ce test ont vu leur dose augmenter de façon complètement disproportionnée, sans même qu'on leur demande leur avis. De plus, si ma mémoire est bonne, ils n'avaient pas du tout l'intention de s'arrêter à 50 mg, mais de poursuivre encore l'augmentation de la dose. Au final, on se demande véritablement, mais ils cherchaient quoi ? Qu'est-ce qu'ils voulaient faire ? Et la question que nous posons, nous familles, c'est mais et la vie humaine dans tout ça ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce que ça vaut ? On finit par se poser la question quand même. Vous les avez rencontrés, Biotrial, quelques jours après le décès de Guillaume, dans un hôtel non loin du laboratoire. Qu'est-ce qu'il vous dit à ce moment-là ? Alors déjà, j'en souris, mais c'est pas très drôle. Ils ont commencé à nous parler comme si, nous avions des micros branchés de partout, en nous parlant comme ça, vous savez, en parlant tout doucement, mais véritablement. Du reste, mon père en a fait la réflexion et leur a demandé de bien vouloir s'exprimer de façon un peu plus intelligible, de façon à ce qu'on puisse, au fond de la salle, entendre ce qu'ils avaient à dire. Et en fait, à aucun moment, ils se sont excusés. On a eu affaire de mémoire au médecin qui gérait donc le test. À aucun moment, c'était presque normal en fait. Ils ne se sont pas excusés, ils nous ont pas dit oui, il s'est passé non, rien. Par contre, ils ont tenté, je dirais, d'acheter notre silence, clairement. Aujourd'hui, le laboratoire est mis en examen, l'un de ses médecins est mis en examen. Maître, qu'est-ce qui se passe maintenant ? On en est où ? Parce qu'on est 10 ans après, c'était en janvier. On en est où ? Eh bien, malheureusement, nous en sommes pas au point de départ, mais presque, puisque ce que le rapport des experts ont confirmé, ces conclusions, on les avait, pour ainsi dire, déjà évoquées dès le début, peu de temps après le décès de Guillaume. Plusieurs enquêtes, l'IGAS, un comité de scientifiques et nos propres démarches nous avaient amené à un constat évident. C'était une molécule qui n'avait aucun intérêt a priori, et il semblerait que ce soit la curiosité scientifique, c'est les termes du rapport, qui aurait amené à présenter un tel essai thérapeutique en exposant de façon inconcevable à un danger quasi certain, puisqu'on ignorait tous des effets de cette molécule à de telles doses sur des volontaires sains. Voilà la situation qui avait été exposée il y a quelques années, voilà maintenant la confirmation. Alors évidemment, comme je vais dire, tout laboratoire mis en cause, j'ai pas cru il me semble, Laurent, vous me direz si je me trompe, mais il me semble qu'il n'y a pas eu d'excuses.
aucune reconnaissance de quoi que ce soit à l'égard de la famille, qui depuis 10 ans attend toujours des réponses et se bat avec un courage absolument remarquable et une grande confiance aussi, et ce malgré le temps qui passe. Où en sommes-nous ? Eh bien, le laboratoire a demandé un complément d'expertise en insistant lourdement sur le fait que Guillaume peut-être avait des pathologies qui ont expliqué la cause de son décès. Ça aussi, ça a été dur à supporter pour cette famille. On a pratiquement accusé Guillaume finalement de par son comportement, soit il y a très longtemps, soit par des pathologies qui ont été peut-être diagnostiqué à l'autopsie, encore faut-il tout confirmer, mais qui n'avait aucune manifestation clinique et qui n'explique en rien les causes du décès de Guillaume. Pour autant, le laboratoire résiste et a sollicité donc un complément d'expertise que nous attendons impatiemment pour que nous puissions enfin nous approcher au plus près de la vérité. Pourquoi cet essai thérapeutique ? J'ai une petite idée. En tout cas, c'était certainement pas pour gérer les 14 pathologies indiquées entre les maux de tête, la déprime, la Parkinson, la sclérose en plaques, les cancers. On peut s'interroger sur l'objectif et je peux pas m'empêcher de penser que le laboratoire Bial a une fondation qui travaille beaucoup, et peut-être l'une des fondations qui travaille le plus dans le monde sur le parapsychologique. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est d'autres personnes bien avant. Et on peut s'interroger sur le pourquoi de cet essai thérapeutique qui n'a scientifiquement aucune explication à ce jour. Laurent, vous, votre famille, qu'est-ce que vous attendez le plus aujourd'hui ? Un procès, une vérité, des aveux, une reconnaissance ? Tout cela confondu, et que ces personnes-là qui s'amusent à jouer aux apprentis sorciers, assument, je dirais, leurs actes, leurs responsabilités, parce qu'ils en ont, bien évidemment, puisqu'ils sont à l'origine même du test de cette molécule. Voilà, oui, que la vérité soit dite, du moins, au moins en grande partie, de façon à ce que nous puissions, et d'une, je dirais, non pas, je dirais, le deuil, c'est toujours compliqué, c'est toujours difficile. Là, pour le coup, on ne peut pas. C'est totalement impossible. Donc, avoir, je dirais, un apaisement et qui est, je dirais, un débouché vers une solution, et surtout, et c'est ce qui nous importe le plus, que ça ne se reproduise plus. Et c'est le combat que vous menez. Merci beaucoup, Laurent, d'être venu sur ce plateau. Merci, maître, de nous avoir fait confiance, d'avoir été sur le plateau d'Histoire criminelle. On va continuer à suivre, évidemment, votre dossier. Vous restez avec nous dans un instant. Nous nous interrogeons sur la manière de faire avouer les criminels. Nous allons recevoir Jacques Poinas, commissaire figure du 36 quai des Orfèvres. C'est cet homme, et il a fait avouer bon nombre de criminels. Il raconte toutes ces techniques dans un livre paru cette semaine. À tout de suite. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur LCI, c'est la suite d'Histoire criminelle. Dans un instant, les secrets d'un grand flic. Il s'appelle Jacques Poinas, commissaire au très célèbre 36 quai des Orfèvres. Dans un livre publié cette semaine, il raconte ses techniques pour faire avouer les criminels. Coup de bluff, coup de pression. Jacques Poinas nous dira tout. Dans un instant, ce sera juste après le viseur de Guillaume Farb. Bonjour Guillaume. Bonjour Philippe. Dans le viseur cette semaine, le casse du siècle. Il n'y a pas d'autre mot. On se croirait dans une série bien connue, Netflix, La Casa de Papel. On a presque tous vu ces épisodes. Là, on n'en est pas loin. Franchement, la réalité a dépassé la fiction. D'abord, commençons par les chiffres parce qu'ils sont hallucinants, les chiffres de ce casse. Commençons par peut-être le chiffre du préjudice. 100 millions d'euros. C'est un casse à 100 millions. C'est peut-être pour ça qu'on dit que c'est le casse du siècle. En tout cas, dans l'histoire récente des casses de banque, pour trouver 100 millions d'euros, il faut chercher longtemps. Il y en a tout pour ainsi dire pas. Et donc celui-ci, effectivement, 3000 coffres dans une banque ont été braqués en Allemagne. C'est dans la commune de Gelsenkirchen, en Allemagne. Oui, mais c'est le fait d'être alsacien, ça aide un petit peu. Et donc il y a effectivement 3000 coffres qui ont été cassés, comme on dit, braqués, avec un préjudice de 100 millions d'euros. Et ça s'est passé entre Noël et jour de l'an de l'année 2025-2026. On verra que ça a son importance. Alors justement, on en parle cette semaine parce que la police a communiqué, la police allemande, et on sait comment tout cela s'est déroulé. On connaît le butin, vous venez de nous le dire, et surtout la manière dont ça s'est passé. Racontez-nous, parce que c'est là que ça devient absolument incroyable. Il y a un sacré repérage.
dans cette affaire. Il y a beaucoup de travail en amont. Alors, tout d'abord, il y a un immeuble qui jouxte la banque avec un parking. C'est ça qui est assez crucial. C'est que les braqueurs sont arrivés en voiture. On voit d'ailleurs par ce parking, les images. Ils ont payé assez classiquement. Ils avaient des gants. Ils ont payé en espèces. Donc déjà, ils ont pris une première précaution qui est de ne pas payer avec une carte bancaire. Et une fois qu'ils ont payé, là, on les voit lever la barrière. Ils sont descendus au dernier sous-sol de ce parking. Pourquoi le dernier sous-sol ? Parce qu'il y a une petite communication qui est possible avec l'immeuble voisin, l'immeuble de la banque. Et c'est par le sous-sol que beaucoup de choses se jouent. Là, on le voit, donc ils sont descendus dans les étages. Ensuite, ils sont arrivés tout en bas. Et tout en bas, en poussant la petite porte mitoyenne, ils sont parvenus à se garer sous la banque. Et une fois qu'ils sont garés sous la banque, bien, il ne restait plus qu'à rentrer par la salle des archives. Et dans la salle des archives, il y a un mur. Le mur est mitoyen avec la salle des coffres. Et là, ils avaient la bonne information. Ils savaient qu'il y avait une fragilité. Ils ont pris, on l'a vu à l'image, une carotteuse en diamant. Et ils ont commencé à attaquer le mur de la salle des coffres jusqu'à faire, effectivement, vous l'avez vu Philippe, ce trou. Alors, ça a quand même pris 12 heures. Pendant ces 12 heures, il y a un certain nombre de besoins naturels et vous connaissez la précaution qu'ont pris ces braqueurs. Ils sont venus avec des toilettes chimiques. Ils ont absolument pensé à tout, même au fait que pendant 12 heures, certains auraient peut-être besoin de se soulager pendant le braquage et donc il ne fallait laisser absolument aucune trace. Ils ont vidé 3000 coffres, on l'a dit. Laisser aucune trace, ça voulait dire aussi faire disparaître les marques d'ADN. Et pour ça, ils ont utilisé des produits chimiques. Donc ils ont ensuite revêtu la salle des coffres de produits chimiques pour essayer de masquer le plus possible leur passage, et ils sont effectivement repartis comme ils étaient rentrés. La police nous dit qu'il y a eu des alarmes qui ont sonné, mais à aucun moment aucun responsable de la sécurité n'est allé dans la salle des coffres. Alors il y a une petite subtilité effectivement, c'est que d'abord cette banque est à quelques centaines de mètres à peine, dizaines de mètres du commissariat de police. Personne n'a rien vu, rien entendu. Entre Noël et Jour de l'An, l'établissement est fermé, il faut aussi le préciser, donc ils avaient un bon renseignement. Et effectivement, il y a une alarme qui s'est déclenchée. Personne n'est venu. Pourquoi ? Est-ce que on a considéré qu'entre Noël et Jour de l'An, vu qu'il y avait personne, c'était un faux positif, c'était une alarme intempestive, un déclenchement qui n'avait pas lieu d'être vérifié, ou est-ce qu'il y avait une complicité qui a fait qu'on n'est pas venu vérifier ? Toujours est-il que ce déclenchement d'alarme n'a occasionné aucune venue sur place, ils ont été relativement tranquilles, et donc maintenant, dans le cadre de l'enquête, il va falloir déterminer pourquoi d'ailleurs, ils avaient d'aussi bons renseignements, et comment est-ce qu'ils ont fait pour, pendant plus de 12 heures, n'être absolument dérangé par personne. On est clairement sur un coup de trait préparé avec des bonnes infos. Des spécialistes, des pros. En tout cas, il y a eu beaucoup de repérages. Il fallait savoir que il y avait une communication par la mitoyenneté du mur entre le parking et la banque, qu'ensuite il y avait un mur qui était fragile entre la salle des archives et la salle des coffres, qu'entre Noël et Jour de l'An, personne ne travaillait. Bref, il y avait beaucoup d'informations qu'il fallait collecter en amont pour réussir un casse avec un tel préjudice. On le rappelle, 100 millions d'euros. Le record, il est pour ces malfaiteurs. Alors on dit casse du siècle. Jusque-là, l'expression casse du siècle, on l'attribue à Spaggiari. Rappelez-nous peut-être, rafraîchissez un peu notre mémoire sur Spaggiari. Et est-ce qu'ils ont fait mieux que Spaggiari, la légende du casse ? Spaggiari, d'abord, c'était il y a un demi-siècle. C'est dans les années 1970, ça se passe à Nice. Il y a un côté un peu romantisé parce qu'il avait creusé un tunnel. Là aussi, il était parvenu, en creusant son tunnel, à braquer un établissement bancaire, et avec un préjudice qui était très important. Il y avait un côté plus romanesque dans Spaggiari, un côté un peu gentleman cambrioleur, moi contre tous, je laisse un message une fois que j'ai cambriolé, etc. Il y avait une volonté un peu de signer. D'ailleurs, on dit le casse de Spaggiari, on dit pas le casse de la banque de Nice, etc. Là, on est face à des malfaiteurs qui ont tout fait pour effacer les traces, et eux, rentrer dans l'histoire, c'est pas leur enjeu. Ils veulent surtout pas y figurer. C'est un peu la différence avec Spaggiari, c'est que tout a été fait pour tout effacer. Il n'y a pas de romantisme, il y a que du professionnalisme. C'est une très bonne conclusion. Et ils sont toujours en liberté. Toujours, pour le moment. On les cherche toujours. Activement. Pour le moment, on verra. Il y a 300 enquêteurs allemands. C'est colossal, qui leur courent après. 100 millions. Ouais, il faut retrouver le cash. Ils sont peut-être au soleil en train de nous regarder. Allez savoir. Merci beaucoup Guillaume, vous restez avec moi. On va aller rejoindre notre grand témoin de la semaine. Notre grand témoin de la semaine, je suis sûr qu'il n'est pas complètement inintéressé par cette affaire, parce que le flic qui sommeille en lui, le grand flic qui sommeille en lui, doit être un peu interpellé par tout ça. Jacques Poinas, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ancien commissaire. Vous publiez cette semaine Le temps des aveux chez Mareuil. Passionnant, parce que vous allez nous livrer toutes les techniques pour faire avouer les criminels. Est-ce qu'on met des coups de bottin ? Est-ce qu'on y va au bluff ? Est-ce qu'on met la pression ? Ça, c'est Jacques Poinas qui va vous le dire. Mais quand même, Jacques, vous venez d'entendre cette histoire absolument folle. À ce moment-là, vous vous dites, tiens, je serais bien commissaire, je m'attaquerais bien à la recherche de ces cambrioleurs. Alors,
je ne connais pas les détails de ce dossier, mais ce qui est quand même frappant, c'est que ce type de casse, comme on dit dans notre jargon, par percement, avait un peu disparu depuis Spalliari, par exemple, ou depuis le gang des postiches, qui eux étaient des braqueurs qui s'attaquaient au coffre, dans les années 80 en France. Mais normalement, ce mode opératoire était déjoué depuis un certain nombre d'années par des dispositifs d'alarme, de détection des vibrations, des bruits. Et ce qui est quand même très surprenant, s'il y a eu effectivement un déclenchement d'alarme quelque part, il est quand même curieux qu'il n'y ait eu aucune intervention. Parce que normalement, il y a soit des sociétés privées, soit la police qui interviennent. Dites-moi, quand on est flic, est-ce qu'on est excité par une histoire comme ça ? Oui, ça doit être une affaire intéressante pour les policiers allemands, mais enfin, ça doit être aussi une lourde charge. Donc, on est un peu partagé entre le plaisir d'une affaire intéressante et puis la charge que ça peut représenter de travail. Mais je crois que ça illustre aussi une chose, c'est que en matière de police, comme en matière militaire, c'est une lutte permanente entre l'épée et le bouclier. Et pour prendre un autre exemple, il y a une chose très simple qui a profondément modifié les techniques des voleurs, c'est l'apparition de la disqueuse à batterie. Le casse du Louvre, à mon avis, n'était pas possible sans les disqueuses à batterie. Un matériel très facile, qui permet d'intervenir très rapidement pour briser des protections. Avec beaucoup d'efficacité. Comme quoi l'évolution de la technologie, c'est bon et pour les flics et pour les malfrats. C'est une lutte permanente entre l'épée et le bouclier. Venons-en au temps des aveux chez Mareuil, pour tout savoir des grandes affaires qu'a pu gérer Jacques Poinas et surtout de la manière de faire avouer les criminels. C'est passionnant. Jacques, d'abord, vous l'expliquez dans le livre, quand un criminel passe aux aveux, dans le jargon des flics, on dit qu'il s'allonge. Ça vient d'où cette expression ? Alors, je ne sais pas exactement, mais je pense que c'est assez imagé. Ça veut dire qu'il se soumet. On dit parfois aussi qu'il se déboutonne, mais les policiers n'aiment pas tellement ce terme-là. Au 36, dans les couloirs, on dit plutôt allongé. Quand il y avait des aveux au 36 dans les couloirs, on criait un peu victoire. Ça y est, il s'est allongé ? Oui, c'est-à-dire que les groupes d'enquête qui ne participaient pas directement à cette affaire-là, mais qui suivaient l'activité de la brigade, évidemment, le bruit se répandait d'un groupe à l'autre. Ça y est, il s'est allongé. Évidemment, le groupe chargé de l'enquête jubilait puisque c'était la victoire. On dit beaucoup, et on le dit beaucoup sur ce plateau d'ailleurs, la reine des preuves, c'est l'ADN. Est-ce que la reine des preuves, c'est l'aveu ? Est-ce que quand il n'y a pas d'aveu pour un flic, il y a un goût d'inachevé ? Il y a forcément un goût d'inachevé parce que même si les éléments à charge sont suffisants, s'il n'y a pas l'aveu, il y reste des zones d'ombre. Ouais. Le mobile réel, la préméditation par exemple, les complices, etc. Donc l'aveu est toujours important. Il est certainement à la fois moins nécessaire qu'autrefois, puisqu'il y a des possibilités de preuve de police technique et scientifique considérablement meilleures qu'à mon époque. En tout cas à l'époque des années que je raconte. Il y a évidemment l'ADN, le numérique, téléphonie et maintenant Internet et réseau, et également maintenant, la dernière révolution importante, c'est la vidéosurveillance. Mais quand on parle des aveux, c'est intéressant parce que ça nous ramène à un sujet d'actualité, on en a beaucoup parlé, c'est le procès Jubilard. Vous en parlez pas là, c'est pas vos affaires, mais on va y venir. Mais le procès Jubilard, on a dit, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'aveux. Alors les preuves, ça se discute avec les avocats, mais il n'y a pas eu d'aveux. Et c'est vrai que le fait qu'il n'y ait pas d'aveux fait qu'il y a quand même dans cette histoire une forme de doute permanent. Oui, c'est exact. Je ne parlerai pas de cette affaire précise que je ne connais pas et je ne voudrais pas interférer sur une affaire qui n'est pas terminée. Tout à fait, avec un procès en appel. Mais c'est vrai que, je dirais, tant qu'il n'y a pas d'aveu, et je dirais d'aveu corroboré, d'aveu incontestable, on peut toujours revenir en arrière
Et après, c'est l'appréciation des magistrats, des assises pour les affaires criminelles, qui va entrer en ligne de compte. Et on peut jamais être totalement sûr que les éléments à charge seront considérés comme suffisants en l'absence d'aveu. D'où l'importance d'obtenir des aveux. Alors comment on fait ? On va prendre quelques-unes de vos affaires. La première que vous évoquez, c'est effectivement une affaire qui a fait beaucoup de bruit. C'est l'affaire Issei Sagawa. Alors Issei Sagawa, c'est cet individu. Guillaume est passionné par cette affaire, je vous le dis tout de suite. On est juin 81, Guillaume. Racontez-nous juste le début de cette histoire. On est dans le bois de Boulogne. Il y a 2 touristes canadiens qui se promènent. Ils vont faire une drôle de découverte. Oui, pour ceux qui ne sont pas parisiens et qui ne sont pas familiers de la géographie du bois de Boulogne, dans le bois de Boulogne, il y a un lac qui est très prisé par les touristes et aussi par les Parisiens, les gens de l'Ouest parisien. C'est très agréable, surtout au beau jour. Là, on est au beau jour. Et donc, il y a un couple de touristes canadiens qui voient ce petit homme, petit par la taille. Issei Sagawa est pas très grand, hein. Et donc, il a 2 énormes malles. À l'époque, il n'y avait pas les valises à roulettes, hein, donc c'était des grandes malles. Et il avait trouvé au bois de Boulogne, il s'était fait déposer par un taxi, un caddie de supermarché. Et donc, il avait mis ses malles dans le caddie et il poussait le caddie, sans doute avec l'intention de jeter les malles dans la mare. Sauf que il a perdu le contrôle du caddie, les malles sont tombées, il a essayé tant bien que mal de remettre ça en ordre, mais il y avait du sang et du liquide qui a commencé à s'écouler. Les touristes canadiens ont trouvé ça étrange. Il a pris la fuite. L'affaire commence comme ça, et donc ce pauvre couple de touristes voit que dans la malle... La valise, on l'a, regardez la photo de la valise qu'on va retrouver au bois de Boulogne, assez spectaculaire, cette valise. 2 valises. 2 valises. Une des 2. Voilà, une des 2. Bon, on commence à distinguer à l'intérieur. On va pas faire de zoom parce que c'est encore l'heure du déjeuner, mais il y a un pied. C'est des bouts d'êtres humains. Ouais. Vous allez, Jacques Poinas, grâce au service, grâce au taxi qui l'a conduit jusque-là, réussir à identifier l'individu. Il y a un voisin qui parle. Oui, j'ai vu une personne asiatique avec des valises. Au final, vous l'arrêtez. Alors lui, il est assez cash, hein. Ses aveux, ils sont pas très compliqués. Il parle tout de suite, Jacques. Oui. Nous avons progressé rapidement, non pas grâce au chauffeur de taxi d'abord, mais d'abord grâce aux valises dont les photos ont été publiées le surlendemain de leur découverte. Leurs photos ont été publiées par la presse du matin, et dans l'après-midi, une dame, nous a dit qu'elle avait vu un étudiant japonais habitant le même immeuble qu'elle, mais le bâtiment sur cour, au fond de la cour, qui transportait des valises très similaires, qu'elle pouvait reconnaître notamment parce qu'elles étaient entourées de rubans adhésifs. Ouais. C'est ce qui les rendait assez reconnaissables. Et donc, en fait, avant les chauffeurs de taxi, c'est ce témoignage. La femme avait été réveillée une nuit par son mari accordeur de piano, aveugle, qui lui avait dit « J'entends un bruit métallique dans la cour, c'est bizarre ». Elle était allée voir et elle a dit « Ah ben c'est le japonais, c'est l'étudiant japonais qui transporte de grosses valises dans un caddie de supermarché ». Il va donc avouer. Alors, très vite. Nous l'attendons, ayant recueilli ce témoignage, nous l'attendons devant l'immeuble, il descend d'un taxi. Nous le maîtrisons et je me souviens que moi-même je le ceinture, mais il est tellement petit, je suis plutôt grand, que je suis obligé de me mettre à genoux pour le ceinturer, parce que c'est quand même quelqu'un qu'on soupçonne de choses graves. Et nous lui demandons, vous savez pourquoi nous sommes là ? Police, vous savez pourquoi nous sommes là ? Et il nous dit tout de suite, oui, c'est à cause de René. Car nous n'avions pas identifié la victime à ce moment-là. C'est lui qui nous donne le prénom de la victime, tout à fait, c'est ce qu'on appelle des aveux spontanés. Et René, regardez, c'est cette jeune étudiante néerlandaise qu'il avait donc découpée, placée dans sa valise. C'était elle, René. On n'est qu'au début de cette affaire, on va aller un peu vite, mais vous allez aller chez lui, vous allez perquisitionner, fouiller, il y a un grand frigo, vous ouvrez le frigo, il n'y a rien de particulier, puis vous allez découvrir un petit frigo encastré. Ouais. Dans ce frigo encastré, on va voir ce qu'il y a, parce qu'on a aussi une photo de l'époque de ce qu'il y avait dans ce frigo encastré, et là, effectivement, c'est assez terrible, cette photo. On va la regarder. Vous découvrez quoi dans ce frigo encastré ? Alors, dans ce frigo encastré, nous découvrons des sacs plastiques contenant de la viande, de la chair, pardon. Oui. Mais au départ, on n'est pas sûr, mais bon, on se rend compte rapidement que c'est de la chair humaine. Et en plus des sacs qui contiennent 7 kilos de chair,
il y a une assiette avec des bouts de viande cuite, des restes de repas visiblement. Il avait mangé sa victime. Et il avait mangé sa victime. Ce qui est extraordinaire, c'est que, vu les constatations sur le corps qui avaient montré qu'il y avait un découpage qui ne correspond pas, je dirais, au découpage traditionnel, si l'on peut dire, que les criminels font parfois pour se débarrasser plus facilement du corps de leur victime, ils découpent. Ouais. Là, il y avait des morceaux de chair qui avaient été prélevés. Visiblement qui manquaient, qui n'étaient pas là et qui ne correspondaient pas à des parties du corps particulières. L'histoire est évidemment horrible, sauf que cet homme il est jugé pénalement irresponsable en France, et pour conclure l'histoire, parce que quand même qu'on vous raconte la fin de l'histoire, il va retourner au Japon parce qu'il est jugé irresponsable pénalement en France. 84, il repart au Japon, et là au Japon ça devient une star. Il va même devenir chroniqueur culinaire, Guillaume. Oui, en fait, il va faire différentes choses au Japon. D'abord, il va être chroniqueur télé tout court parce qu'il y a une affaire qui secoue le Japon. Donc là, on est dans les années 1980, qui est une affaire d'un tueur en série, et il va être consultant pour une chaîne de télé pour donner ses conseils, pour essayer d'identifier qui peut être ce tueur en série. Pour l'affaire culinaire, vous avez raison Philippe, il fait de la pub. Et donc, il est recruté par des annonceurs pour faire de la pub pour des produits de cuisine. Et ensuite, il écrira des livres sur sa pratique de cannibale. En fait, il essaiera jusqu'au bout de tirer profit de cette histoire, de ce crime qu'il a commis en France. Alors, à la fin de sa vie, sa cote médiatique va retomber, son étoile va pâlir, il va être beaucoup moins intéressant. Il va mourir dans des circonstances d'assez grand dénuement, à dire vrai. Il est mort en 2022, il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 4 ans de ça, d'une maladie je crois qu'il a une bronchite ou une pneumonie, je crois que c'est une pneumonie, et il en est mort. Mais par contre, il aura effectivement vécu médiatiquement pendant de nombreuses années sur cette affaire. Petit extrait d'archives de reportage télé consacré à Issei Sagawa. Monsieur Sagawa habite juste au-dessus d'une boucherie. Adresse idéale pour un amateur de viande comme lui. Monsieur Sagawa est en effet un cannibale. Mais il ne faut surtout pas prononcer ce mot-là devant lui. Vous pourriez lui faire de la peine. On m'a surnommé le cannibale japonais et je n'aime pas ça du tout. Je suis un être humain et je veux être traité comme un être humain. C'est absolument terrifiant. Ce qu'il faut préciser d'un mot, c'est que les Japonais l'ont quand même placé sous surveillance pendant des années pour savoir s'il allait récidiver. Et en fait, non. Mais pour autant, il a beaucoup médiatisé cette affaire et le fait qu'il a mangé l'étudiante néerlandaise Renée à Paris en 1980. Absolument incroyable. J'ajouterais que sa conduite au Japon a été aussi épouvantable que ce qu'il avait commis. Vous avez raison. Il n'a jamais eu le moindre mot de regret ou pour sa victime, etc. Il a exploité ces actes épouvantables jusqu'au bout. Alors des histoires comme ça, il y en a plein. Jacques, il est temps de passer aux aveux. Jacques Poinas, quand on veut faire parler un criminel, est-ce qu'on met des coups de bottin ? Non, on ne met pas de coups de bottin. On met des coups de gueule parfois, oui. Ah, et c'est quoi un coup de gueule de flic pour faire parler ? Un coup de gueule, c'est à un moment où le suspect avance des choses qui sont en contradiction avec des faits avérés. Il faut lui dire assez fortement que ce qu'il dit ne tient pas et qu'il ne peut pas en rester sur cette déclaration. Si vous voulez, le processus de la garde à vue, c'est de convaincre le suspect qu'il ne lui sert à rien de nier et qu'il a même éventuellement intérêt à avouer. Il y a de temps en temps une petite technique que vous utilisez pas mal, c'est celle du bluff. C'est-à-dire quand il y a un groupe d'individus, de dire tiens, lui il a avoué. C'est pas vrai, mais ça peut faire craquer l'autre. Ça, le bluff, ça marche bien. Ça peut marcher. Mais je raconte une histoire dans laquelle un groupe d'adolescents, pour couvrir l'un d'eux qui avait tué son père, avait inventé un stratagème extrêmement habile pour déjouer ces coups de bluff, c'est-à-dire ils s'étaient partagé un mot de passe, et que tant que les policiers ne connaissaient pas ce mot de passe, ça voulait dire que personne n'avait avoué. Et que donc il n'y a que quand nous avons
appris par l'un qui a fini par avouer, après sa garde à vue d'ailleurs, que nous avons pu dire aux autres, c'est inutile, nous avons le mot de passe. C'est une des meilleures histoires, enfin pour moi perso, c'est une de celles que j'ai adorées. Jacques Poinas, Le temps des aveux, le réfrigérateur du japonais cannibale et tous les autres récits. Le dernier petit conseil pour faire avouer, d'un mot, quelle est la meilleure méthode ? Il y avait je dirais, la méthode de la dernière chance. C'est ce que nous appelions, encore un coup, mais là, le coup de moquette. C'est-à-dire que, en fin de garde à vue, si les éléments étaient insuffisants, on tentait, disons, de convaincre le suspect en l'amenant au chef de brigade ou en tout cas au plus gradé présent au service, le chef de la brigade ou son adjoint en général, dans un bureau plus confortable. Le grand bureau du chef de la brigade criminelle était avec ses fenêtres sur le Pont-Neuf, vers le Pont-Neuf, etc. Des fauteuils plus confortables, une ambiance plus... Et là, le patron disait, monsieur ou madame, voilà, vous ne pouvez pas nier, c'est inutile. C'est plus possible. J'ai vu le dossier moi-même, je m'occupe moi-même de votre affaire, j'ai vu le dossier, vous irez devant les juges et les juges vous condamneront. Et parfois ça marchait. Et parfois ça marche. Les secrets des aveux, le temps des aveux, chez Mareuil, Jacques Poinas. Merci beaucoup d'être venu nous voir. C'est à retrouver évidemment chez tous les bons libraires. Merci Guillaume, à la semaine prochaine. On se retrouve dimanche pour d'autres histoires criminelles. D'ici là, vous le savez, le podcast de l'émission pour nous attendre jusqu'à dimanche prochain. À dimanche.